bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans Face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. Bonjour Michel. Bonjour Laurence. Ravi de vous retrouver. J'espère que vous êtes en forme pour passer l'actualité au crible avec votre point de vue de philosophe. L'impuissance de l'Union européenne mise au grand jour à la faveur des négociations entre Russes et Américains qui se sont tenues cette semaine en Arabie Saoudite autour de la paix en Ukraine avec plusieurs questions à la clé. L'Europe et la France peuvent-elles retrouver des marges de manœuvre dans ces négociations qui se déroulent par-dessus leur tête et à leur détriment? Qu'est-ce que symbolise pour vous ce dialogue direct entre Trump et Poutine, à savoir le retour des empires et des impérialismes? Enfin, existe-t-il encore un moyen pour la France de retrouver une partie de sa souveraineté pour faire entendre sa voix? Comment? Par quels moyens? On va vous écouter là-dessus, mon cher Michel. Et puis pendant que les nuages noirs s'amoncellent sur nos têtes, la France continue son voyage en Absurdie. Le maire de Béziers, Robert Ménard, était convoqué par la justice cette semaine pour avoir refusé de marier en 2023 un ressortissant algérien sous OQTF à une Française. Quand le droit ne protège plus les citoyens, faut-il changer le droit? Et puis dans la même journée, nous avons eu, Michel, la nomination de Richard Ferrand à la tête du Conseil constitutionnel, un ami proche d'Emmanuel Macron, décision validée par le Parlement à une voix près. Et le même jour, donc la décision du Conseil d'État qui confirmait la fermeture de C8 et Énergie 12. Elles s'arrêteront le 28 février pour ces deux chaînes télé. On va voir ce que vous en pensez. La liberté d'expression est-elle en danger dans notre pays? Enfin, nous évoquerons votre prochain livre, L'autre collaboration, les origines de l'islamo-gauchisme français. Vous retracez, Michel, toute l'histoire de l'antisémitisme pour démonter l'idée reçue que la gauche serait philosémite et la droite antisémite. Une démonstration magistrale. On a hâte de vous entendre là-dessus. C'est parti pour Face à Michel Onfray. Michel, on commence par ces négociations directes entre Russes et Américains qui ont pris de court les Européens et les Ukrainiens. Sommet entre émissaires des deux pays en Arabie Saoudite cette semaine. Déclaration de Poutine et de Trump avec de vives réactions côté européen. Emmanuel Macron a réuni un sommet à Paris pour tenter de faire entendre la voix de l'Europe. Il sera d'ailleurs reçu à la Maison-Blanche la semaine prochaine. Comment imaginer qu'une solution de paix soit envisagée sans les Européens, Michel? Parce que les Européens n'existent pas, n'existent plus. Et surtout quand... alors on ne va pas revenir dans le détail de ces choses-là, mais je veux dire, on l'a vu avec le Covid, on l'a vu quand les Polonais ont acheté des avions américains, quand... les Allemands, pareil. Les Allemands ont fait exactement la même chose, quand les Italiens, au moment du Covid, se sont fait aider par des médecins cubains. Quand les Allemands ont acheté de leur côté des masques alors que les Français ne le pouvaient pas, etc., etc. Enfin, on a vu que ça n'existait pas, cette Europe. C'est une Europe du business, c'est une Europe de l'argent, c'est une Europe qui méprise les peuples, comme ça, depuis le début. C'est-à-dire, c'est un peu ce qui fait la loi. Cette haine du peuple, on essaie de passer par-dessus le peuple. Quand le peuple dit en 2005, on n'en veut plus de cette Europe, on lui dit au peuple en 2008, tu l'auras. Et là, c'est en permanence. Au Parlement, il se passe des choses, on dit non, vous votez mal. Après ça, on dit mais non, mais on va nommer quelqu'un, ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas quelqu'un que vous aurez souhaité, c'est très exactement ce qu'on aurait voulu. Oui, mais là, Michel, cette guerre, elle se déroule quand même sur le sol de l'Europe. Oui, j'entends bien, mais cette guerre, enfin bon, il faudrait revenir très en amont. Moi, je me souviens, il y a 3 ans, où j'expliquais que cette guerre était une guerre entre les Américains et la Russie, que l'Ukraine était pris au piège entre deux et que l'Europe rentrait absolument dans ce piège-là et qu'il y avait de la paix à fabriquer plutôt que de la guerre. Moi, je suis normand, les accords de Minsk et la Normandie, etc., ont été signés en plein mépris de Vladimir Poutine. C'était Merkel, c'était Hollande qui ont dit non, on n'avait pas du tout l'intention d'obéir à ce traité. On a signé le traité, c'était juste pour les prendre un peu, pour prendre un peu d'avance, mais on n'avait pas du tout l'intention d'obéir à ces traités. Ces gens ont fabriqué la guerre. Ils ont fabriqué la guerre. Et Trump arrive à un moment donné en disant moi je l'arrête. C'est pas vous n'êtes rien. On ne peut pas être Emmanuel Macron en disant vous avez vu mes jolies mèches blondes sur Internet, vous avez vu mes couettes comme elles sont jolies, l'intelligence artificielle, c'est-à-dire faire le clown partout sur la planète, et en plus de ça, dire mais pourquoi vous m'invitez pas? Moi je suis clown. On dit mais non, tu es clown justement, donc tu n'es pas invité, tu n'existes pas, monsieur Macron. Et l'Europe, ça n'existe pas. Quel numéro de téléphone? Souvenez-vous de cette histoire. Il n'y a pas de numéro de téléphone. C'est une espèce de club de fric. L'Europe, c'est pas du tout une affaire culturelle. Et là, c'était... Bien sûr. On va pas rentrer dans le détail, mais je veux dire, c'était est-ce que l'Ukraine fait partie de l'Est ou fait partie de l'Ouest, alors qu'on a refusé à la Russie d'entrer dans une grande perspective gaullienne qui aurait été l'Europe de l'Atlantique à l'Oural. Et à un moment donné, il a dit, Poutine a dit ça va pas pouvoir durer comme ça. Alors je suis contre cette guerre. On ne va pas massacrer des peuples. Il y a un agresseur, un agressé. On est entièrement d'accord. Et je ne suis pas du côté de l'agresseur. Je dis juste que quand il a fallu faire la paix, elle n'a pas été faite. Quand il a fallu faire la guerre, ils l'ont faite, Macron et l'Europe. Et aujourd'hui, ils disent mais la paix, ce serait bien qu'on la fasse. On leur dit non, à la niche.
Alors, on va juste écouter le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, c'est le ministre des Affaires étrangères américain, qui estime que seul Donald Trump peut faire bouger les lignes dans ce conflit. Écoutez-le. Comme il l'a dit lors de sa campagne présidentielle, Donald Trump veut que cela se termine de manière juste, durable et pérenne, et non pas que cela conduise à un autre conflit dans 2 ou 3 ans. Mais il est le seul au monde à pouvoir entamer ce processus. Donald Trump est le seul dirigeant au monde à pouvoir initier ce processus, et aujourd'hui on a été la première étape. On voit donc Marco Rubio qui dit ça, Donald Trump qui a des phrases extrêmement dures sur le président Zelensky, le président ukrainien, qui l'accuse d'être un dictateur sans élection. On a l'impression dans une surenchère verbale et que le Kremlin et la Maison-Blanche sont en train de s'aligner au détriment de l'Ukraine, Michel. Mais oui, mais c'est très exactement ce qui va se passer. Ces gens-là font de la politique. Je vous dis, ils ne font pas des histoires de frisettes sur Internet pour disserter sur la question de l'intelligence artificielle. Ils font vraiment de la politique. Et quand ils font de la politique, ils font passer l'intérêt de leur pays avant tout. Voilà. Il n'y a rien d'étonnant quand on est chef de l'État américain de dire l'Amérique d'abord. Et de dire quand on est russe, la Russie d'abord. Et de dire l'Iran d'abord quand on est aussi un pays iranien. Quand on fait de la politique, c'est ça. Ou alors on fait autre chose. Mais quand on est chef de l'État, on cheffe l'État. Il faut qu'il y ait un État, il faut qu'il y ait un chef pour cheffer l'État. Là, c'est pas exactement le cas. Donc tout est perdu. On est là en train de décider des choses contre les peuples. On ferme des journaux, on nomme des copains, etc. On ferme des chaînes aussi. Petite politicienne, voilà. On fait de la petite politique politicienne. Et puis en même temps, on a des chefs d'État qui sont des crocodiles, qui sont des requins et qui disent mais nous on fait de la politique. Maintenant on joue avec les gens sérieux. Donc Macron n'est pas sérieux. Ça fait des années que je le dis, ça fait des années que je le paie, ça fait des années que je fais savoir que cette guerre existe. C'est pas parce que les caméras de télévision et des journalistes sont occupés de cette guerre qu'elle a commencé. Non, elle était très en amont, cette guerre. Et qu'est-ce qui a été fait pour qu'elle n'ait pas lieu? Rien. Qu'est-ce qui a été fait pour qu'elle ait lieu? Tout. Et aujourd'hui, on dit, il va falloir arrêter cette guerre. Les gens qui disent, bah oui, mais nous qui l'avons faite, qui l'avons rendue possible, qui avons moqué les traités, je le rappelle, quand même, Hollande, Merkel et les autres, et qui n'ont rien dit. Tous ces gens-là, aujourd'hui, ils voudraient être autour de la table. Non, ça me paraît normal qu'ils n'y soient pas. Nous sommes humiliés, ils nous humilient. On a raison, puisqu'on s'humilie nous-mêmes. Le chef de l'État s'humilie et dit, mais quand j'ai fini de me faire des bouclettes, j'aimerais bien être invité à la table des grands. On lui dit, non, tu n'as pas ta place. Michel Onfray, on va écouter Thierry Breton, ancien commissaire européen au marché intérieur. Il pense que nous vivons un moment historique et que les Européens réalisent qu'ils ne peuvent plus dépendre des Américains pour leur propre sécurité et leur défense. Nous sommes en train de vivre un moment qui, pour moi, est un moment historique, peut-être aussi important que celui que nous avons connu lors de la chute du mur de Berlin. Pourquoi dis-je cela? Parce que, pour la première fois depuis très longtemps, les Européens, en tout cas 26 États membres sur 27, se rendent compte qu'on ne peut plus dépendre désormais des seuls États-Unis pour notre sécurité. Je mets le 27e à part, la France, parce que nous sommes un pays doté, nous avons l'arme nucléaire, on est autonome pour notre défense, mais c'est vrai que désormais, il va falloir que tous les pays européens en tirent les conséquences. Voilà, Thierry Breton, qui était l'invité de Sonia Mamrouk sur CNews et Europe 1, il parle d'or. Mais... Il est gaulliste, lui, maintenant. Ça fait des années la défense européenne est un mirage. Et là, c'est pas un mirage 2000. C'est pas neuf. D'un seul coup, là, il découvre la vérité. Alors qu'il a contribué à détruire l'Europe des nations, qu'il a contribué à détruire le gaullisme, qu'il a contribué à détruire l'idée du général de Gaulle. On le sait depuis peu, etc. Mais enfin, on le sait depuis 1944. Depuis très exactement le 6 juin 1944. Voir le général de Gaulle. Quand les États-Unis arrivent, ils n'arrivent pas parce qu'ils aiment tellement la liberté, etc. Les États-Unis entrent en guerre sur le territoire européen avec une monnaie qui s'appelle l'AMGOT, l'administration militaire des territoires occupés, pour faire de telle sorte qu'on puisse recycler les anciens préfets et sous-préfets vichistes pour pouvoir installer un régime anticommuniste et puis éventuellement après Berlin envisager Moscou. Et c'est le général de Gaulle qui dit non, c'est nous qui défendons la France et avec notre autonomie et notre indépendance. C'est la doctrine du général de Gaulle depuis le début, même avant la libération. C'est-à-dire dès avant, sa doctrine des blindés, tout ça c'est une doctrine de la souveraineté et du souverainisme. D'un seul coup, ces gens découvrent que nous n'avons pas d'amis. Le général de Gaulle le disait, nous n'avons pas d'amis, c'est ainsi. Peut-être même comme ça dans la vie aussi. Mais je veux dire, c'est comme ça quand on est un chef d'État, on a des partenaires sur des projets particuliers. Et il y a eu des projets qui étaient des projets anticommunistes pour fabriquer une Europe qui ne soit pas soviétique. Bon, d'accord, c'est plus l'époque. La guerre froide s'est terminée, l'Empire soviétique s'est effondré. 92, il y a eu des moments importants. Qu'est-ce qu'on a fait depuis? Rien. Les hommes devaient vivre d'amour.
C'était tellement formidable, l'Europe. Mais non, il y avait la vie continuait. Il y avait l'Iran, il y avait les ayatollahs au pouvoir, il y avait une Russie soviétique effondrée qui, elle, avait envie de se refabriquer un empire. Qu'ont fait les chefs de l'État français ou potentiels? Comment est-ce que je peux être réélu? Quand je suis élu, comment est-ce que je peux me maintenir, etc. Mais pendant ce temps-là, ça se gouverne un pays. Ils n'ont fait que penser à leur propre petite carrière personnelle. Je ne donne pas les noms, je n'en sauve aucun. Donc, depuis... Alors, aucun nom. Oui, non, mais je cherchais la date. Peut-être le départ du général de Gaulle, je dirais. D'accord. Donc Pompidou, pareil. Oui, pareil. Bon, on va peut-être écouter le général de Gaulle. Parce que quand même, la question que je vous posais, Michel, c'est sur la défense. La défense européenne, un mythe dont on nous rebat les oreilles depuis des années. Écoutez ce qu'il disait en 1966, le général, à propos de la position de la France vis-à-vis de l'OTAN. On sait que lui, il ne voulait pas réintégrer le commandement intégré de l'OTAN. Il souhaitait que la France reste souveraine. On écoute le général de Gaulle. Que notre pays devenant de son côté et par ses propres moyens une puissance atomique est amené à assumer lui-même les responsabilités politiques et stratégiques que cela comporte. Et responsabilités que leur nature et leur dimension rendent évidemment inaliénable. Et enfin, la volonté de la France de disposer d'elle-même, ce qui est indispensable pour qu'elle croie à son propre rôle et pour qu'elle puisse être utile aux autres. On est en face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. Michel, on vient d'entendre le général de Gaulle. La France, aujourd'hui, ne maîtrise plus sa souveraineté. Il faut repenser la question de la dissuasion nucléaire. C'est-à-dire que ça se pose plus exactement de la même manière aujourd'hui. On a bien vu que ça sert à rien d'avoir la bombe atomique quand il s'agit d'opposer la Russie et puis l'Ukraine. Et alors peut-être que si l'Iran disposait de la bombe atomique, je ne suis pas sûr qu'Israël pourrait durer, exister et persister. On a changé de monde. Il y a une doctrine qui a été faite par Clausewitz au XIXe siècle, qui était une grande doctrine qui opposait les deux grands blocs, etc. Et c'est un peu dans cette perspective que la puissance nucléaire, la puissance atomique est pensée. Deux grands blocs, etc. Mais vous avez des guerres qui ont été gagnées par des gens qui ne disposaient pas de la bombe atomique. Je rappelle que le Vietnam, ça s'est pas gagné avec des bombes atomiques, que l'Afghanistan a mis dehors l'Union soviétique, que l'Afghanistan a toujours gagné ses guerres contre des blocs qui eux-mêmes, avec les États-Unis, même disposaient de la bombe atomique, et que la bombe atomique, ça n'est pas le fin mot. C'est pas suffisant aujourd'hui pour faire la guerre. Donc j'ai vu qu'Alain Minc disait qu'il fallait que nous fassions savoir que nous étions une puissance nucléaire, mais ça fait rire tout le monde. Lequel va appuyer le premier sur le bouton nucléaire en sachant qu'en face il y a peut-être des bombes atomiques qui sont supérieures aux nôtres, parce que je ne suis pas bien sûr que le renoncement à la bombe atomique classique par Chirac, qui s'était laissé faire par les écologistes en disant bon, on arrête, on fait des simulations sur ordinateur, etc. Tiens, mon œil. Est-ce qu'on est vraiment très au point? Évidemment, on va pas le dire. Je ne sais pas si des militaires le diraient. J'ose espérer que non. Des militaires dignes de ce nom ne le diraient pas. Mais aujourd'hui, on est obligé de repenser la stratégie autrement. Il n'y avait pas de cybercriminalité à l'époque du général de Gaulle. C'est maintenant sur ce terrain-là que ça se joue. C'est-à-dire des gens qui sont capables de faire exploser une gare aujourd'hui avec 4 bouteilles de gaz, par exemple. Qu'est-ce qu'on fait avec une bombe atomique? Rien. Donc il faut du renseignement. Il faut de la cybercriminalité avec de la police scientifique. Enfin, il faut repenser totalement la question de la dissuasion. Il faut lutter contre la cybercriminalité. Lutter, oui, bien sûr, oui. Je me suis mal exprimé, vous avez raison. Mais ne pas imaginer que le fin mot, c'est la bombe atomique. Ça l'était à l'époque de la guerre froide, quand l'Union soviétique et les Américains disposaient d'un arsenal terrible. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Je ne pense plus que la dissuasion fonctionne comme elle fonctionnait en 1966. Michel Onfray, on est sur CNews et sur Europe 1. Évoquons maintenant la liberté d'expression, parce que j'aimerais qu'on écoute ce qu'a dit le vice-président américain qui était la semaine dernière à Munich pour une conférence sur la sécurité. Il s'appelle J.D. Vance. Ce qu'il a dit a littéralement sidéré les Européens. Il dit en substance ce que vous dites depuis des années, il ne faut pas avoir peur des peuples, et surtout, la liberté d'expression est en danger sur votre continent. Écoutez-le. En Grande-Bretagne et dans toute l'Europe, la liberté d'expression est en recul. Je le crains. Je suis convaincu qu'ignorer les gens, mépriser leurs préoccupations ou pire, fermer les médias, annuler les élections ou les tenir à l'écart du processus politique ne protège en rien. C'est au contraire le moyen de détruire la démocratie. S'exprimer et donner son avis, ce n'est pas interférer dans une élection.
La Podgy d'Evans, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je souscris absolument, et ça fait plaisir à entendre. Je dirais, à l'heure où, effectivement, on supprime des chaînes. Moi, j'ai été de ceux qui en avaient fait une question de principe quand Russian Today a été supprimé, souvenez-vous, et Sputnik. Du jour au lendemain, on a dit, voilà, c'est pro-soviétique, c'est pro-russe, pardon, donc c'est terminé, ça n'existe plus. Ça n'a gêné personne. Ça n'a gêné personne, et ça a disparu du jour au lendemain. Je dis, attention, ça commence. Après, ça va être un autre, puis après, ça va être un autre, puis etc. Au nom de quoi? Vous ne pensez pas comme nous. Voilà, on reproche aujourd'hui à Cyril Hanouna de ne pas bien penser. C'est quoi bien penser? C'est penser comme M. Cohen, qui, lui, avec l'argent du contribuable, s'en vient nous expliquer qu'il faut interdire des chaînes, qu'il faut fermer des télévisions. Je rappelle qu'en même temps, on apprend que l'État français a arrosé pratiquement toute la presse française. Toute la presse française. Je ne donne pas de nom, il faudrait tous les donner, mais c'est de l'humanité à Ouest France. Et on s'étonne que des journaux qui paraissent aussi dissemblables finissent toujours au bout du compte. C'est les subventions à la presse. Et ben voilà, et bien au deuxième tour des présidentielles, comme par hasard, ils nous disent toujours pour quel bon candidat il faut voter. Alors les uns avec une pince à linge sur le nez, si je me souviens bien de l'expression de Strauss-Kahn, d'autres en disant on ne va pas voter pour, mais on va voter contre. D'autres nous font savoir qu'ils ne plébiscitent pas celui-ci, mais que c'est un arc républicain qui se D'accord, mais au bout du compte, ils votent tous pour la même chose. Ils sont tous arrosés par l'argent du contribuable. C'est-à-dire que l'argent du contribuable permet à tous les éditorialistes de France Inter de vomir sur le peuple, le petit peuple, et on dit mais il n'y a aucun problème de ce côté-là. Okay. Des chaînes privées qui existent, on va leur faire la police, on va leur dire mais vous avez dit ceci, leur faire la peau. Telle date. On va leur faire la peau. Oui, mais en même temps, vous avez dit ceci, pas rentrer sur notre propre cas. Il nous arrive de dire mais vous avez dit de telle personne que, etc. On est obligé de faire des lettres pour expliquer qu'on est en train de pratiquer l'esprit de Voltaire, qu'on est dans un esprit ironique et que la philosophie c'est l'art d'interroger les choses qui paraissent pour évidentes a priori. Peu importe, vous avez une police qui est là, qui veille, qui fait le total et qui dit mais voilà, ça fait 35 fois qu'on vous a dit que vous n'aviez pas le droit de dire ceci, pas le droit de dire cela, qu'il faut dire ceci, qu'il faut dire cela. Ah, vous avez été climato-sceptique puisque vous avez fait savoir que peut-être l'astrophysique nous permettrait d'avoir une autre hypothèse sur cette... Hop, vous êtes viré du service public, vous êtes interdit de retrouver du travail, ou etc., etc. Oui, la liberté d'expression est en danger, mais depuis plusieurs années, depuis au moins de manière très évidente, la présence d'Emmanuel Macron au pouvoir, ça va faire 7 ans, 8 ans. Où les choses sont clairement dites. On interdit des gens d'expression, on ferme des chaînes, ça ne gêne personne, on interdit des médias, et puis on donne de l'argent aux médias qui disent exactement la même chose. Michel Onfray. Pourquoi nous avons du mal, nous, à Front Populaire, à exister, parce que nous refusons cet argent pour pouvoir être libre, pour pouvoir dire ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut, mais c'est pas faux de nous attaquer. Mais oui, et mention à Front Populaire qui fait un travail magnifique sur votre houlette. On évoque là, évidemment, la fermeture de C8, décision prise par l'Arcom et validée cette semaine par le Conseil d'État. C8 et Énergie 12 ont donc arrêté d'émettre le 28 février dernier. Pour C8, ça concerne près de 400 collaborateurs ou salariés qui vont perdre leur travail ou dont le travail sera menacé. C'est la première chaîne TNT. Chaque jour, 9 millions de Français la regardent. J'ai une pensée pour tous ceux qui fabriquent cette chaîne depuis des années et que je connais bien. C'est là encore un symbole de la liberté d'expression qui est en train de s'amenuiser dans notre pays. On va juste écouter un petit extrait de Laurent Wauquiez qui a mis une petite vidéo sur les réseaux sociaux pour dire son soutien à C8. C8, c'est fini. Je vais vous expliquer pourquoi ça me choque et pourquoi est-ce qu'on doit réagir. C8, c'est une chaîne de la TNT, c'est la plus regardée. Vous êtes 40 millions chaque mois. C'est une chaîne populaire, appréciée des Français, qui émet depuis 20 ans. La fermeture de C8, elle est due à l'Arcom. Une autorité administrative obscure, comme il y en a beaucoup trop dans notre pays, vous savez que je combats ça, et qui s'est arrogé un droit de vie ou de mort sur cette chaîne. On m'enlèvera pas de la tête que cette décision de fermeture de C8, elle est due à une seule chose, c'est que ça appartient à un groupe médiatique qui ne convient pas à certains et qui ne pense pas comme il faudrait. Voilà pour Laurent Wauquiez, il a raison dans sa démonstration, Michel Onfray. Oui, bien sûr. Oui. Il y avait, le général de Gaulle a été, je l'ai déjà dit, mais je me répète, mais à la Libération, obligé de composer avec tout le monde, sauf les collaborationnistes. Donc il fallait bien donner quelque chose aux communistes, aux socialistes, dont nombreux avaient été des collaborationnistes notoires, notamment le Parti communiste en son sommet. Dans un premier temps. Oui. Et donc, oui, et puis après, quand Hitler rompt le pacte germano-soviétique, ils deviennent résistants. Je ne sais pas s'ils seraient devenus résistants sinon. Mais, et des grands résistants. À partir de 41. Mais c'est quand même,
Le nazisme aujourd'hui, on ne l'associe pas du tout à la collaboration du Parti communiste. Donc le général de Gaulle fait comme si ça n'avait pas existé. Un certain nombre de députés du Front populaire rendent possible les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. On ne le dit pas. Un certain nombre de grands communistes ou socialistes, les DA, les Doriot, dont on utilise beaucoup le nom aujourd'hui, sont des gens qui sont devenus des créateurs de partis fascistes, etc. Donc on fait une espèce de grand silence sur ce sujet-là. Et puis on dit, bon, on va pas donner aux communistes, ils ont des ministères, mais on va pas leur donner la défense nationale, les affaires étrangères, l'industrie, l'armée ou ce genre de choses. On leur donne la culture, la recherche, etc., etc. Et on a un Malraux qui s'en vient faire tout ça très bien. Et d'un seul coup, il y a un récit qui est fabriqué, le récit d'une gauche qui a été résistante, qui a donc toujours été philosémite, qui a toujours combattu le colonialisme. C'est totalement faux tout ça. Qui a été. On va en parler tout à l'heure. C'est votre livre, Michel. À l'avant-garde du féminisme, etc. Pas du tout. Il y a eu de l'homophobie. Il y a eu le Parti communiste était contre la pilule, contre la contraception, contre les homosexuels, etc. Enfin bon. Et il y a eu une espèce de récit qui a été fabriqué par la gauche en disant le récit de la culture, c'est ça. Et le groupe Bolloré, comme il est dit, est un groupe qui dit mais on va pouvoir faire librement de l'histoire, interroger l'histoire. Moi, on ne m'a jamais dit ce que je devais dire et pas dire. On m'a jamais dit il y a une ligne rouge, tu n'as pas le droit de dire ceci, tu n'as pas le droit de parler de cela, ou après une émission me dire désolé mais ça il faudra pas ou il faudrait pas. Ou on va... Non, jamais. Liberté. Liberté totale. Et donc, ça gêne ces gens qui n'aiment pas la liberté, qui veulent absolument, qui préfèrent la mythologie, qui préfèrent la légende, qui préfèrent cette histoire d'une gauche qui aurait été tellement formidable et qui aurait aimé tellement le peuple. Mais c'est faux. La gauche, elle a découpé la tête du peuple en 1793. La gauche, elle s'est moquée du peuple en Union soviétique et dans tous les pays satellites. La gauche, elle s'est moquée du peuple dès qu'elle l'a pu. Elle s'est moquée du peuple en 1983 avec Mitterrand. Elle se moque aujourd'hui du peuple en disant au petit peuple qui travaille, allez vous faire voir, nous on a changé de peuple. On a un néo-peuple. Si le peuple vient de l'autre côté de la Méditerranée, c'est le nôtre. Mais vous êtes des beaufs. Les fameux beaufs qu'on trouve devant les écrans de télévision de Cyril Hanouna et qu'on méprise profondément parce que Cyril Hanouna leur donne la parole. Et même, ça vaut ce que ça vaut, c'est le bazar, c'est le chambard, mais il y a du meilleur, il y a du pire. Oui, et alors ? Et est-ce que c'est mieux qu'une chaîne de radio officielle, par exemple, où on sait très bien ce qu'on va entendre ? Il suffit d'ouvrir cette radio-là, les radios du service public, pour savoir quel discours on va nous tenir. Non, moi je suis pour la liberté d'expression, y compris pour le délire de la liberté d'expression. J'ai vu il y a quelque temps, quand j'ai fait un livre sur Camus, à quoi ressemblait la liberté d'expression en Algérie, je suis sûr que c'est pas terrible. Allez, on fait une petite pause, Michel Onfray. On a évoqué le Conseil d'État qui a validé la fermeture de C8. On va parler du Conseil constitutionnel dans un instant avec Richard Ferrand, qui sera nommé à sa tête, un ami proche d'Emmanuel Macron. Et puis on parlera aussi de Robert Ménard. La France marche sur la tête, qui a été entendu par la justice pour avoir refusé de marier un ressortissant algérien sous OQTF. A tout de suite dans Face à Michel Onfray. On se retrouve pour la seconde partie de Face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. Michel, c'est un proche d'Emmanuel Macron, Richard Ferrand, qui sera nommé à la tête du Conseil constitutionnel. Nomination validée par le Parlement à une voix près cette semaine. Le Rassemblement national s'étant abstenu et permettant de facto cette nomination. On évoquera l'aspect politique dans un instant. Mais sur le fond, on va écouter ce qu'a dit Richard Ferrand lorsqu'il a été auditionné par la Commission des lois de l'Assemblée nationale. Il dit qu'il est contre la République des juges. Écoutons Richard Ferrand. Il doit donc se garder de statuer au-delà, sauf à tendre vers ce que nous ne voulons pas, c'est-à-dire un gouvernement des juges. Ni constituant, ni législateur, il n'est pas davantage une sorte de troisième chambre où devrait se poursuivre le débat politique. Au contraire, son rôle est à mon sens d'apaiser, non d'apaiser en cherchant je ne sais quel juste milieu ou des positions de compromis. Apaiser en observant avec constance et si possible avec une forme de prévisibilité les règles constitutionnelles. Michel Onfray, est-ce que ce qu'on vient d'entendre de la part de Richard Ferrand vous rassure ou pas ? Pas du tout. D'abord, c'est quelqu'un qui vend une voiture dont le moteur est cassé. Il ne va pas commencer par nous dire levons le capot, je vais vous faire voir que le moteur est cassé. Il va vous dire elle est en pleine forme, elle va très bien. Mais c'est propos le langage quand même. Mais les questions, Pour aller ressortir, les images sont importantes. On ne voit pas assez les images, on écoute ce qu'il raconte et puis on ne regarde pas ce qui est dit. Il faudrait couper le son, mais voilà quelqu'un à qui on pose des questions et qui a les réponses déjà écrites. Qu'est-ce que ça veut dire, ce truc ? Donc on lui a filé les questions, et puis il y a 10 personnes qui ont travaillé et qui lui ont fait un texte, il a le texte sous le nez, et puis... Peut-être était-ce un propos liminaire aussi ? Non, moi j'ai regardé, j'ai l'esprit, enfin je travaille, et je me suis tapé la totalité, j'ai vu le dessus de son crâne, on ne voit que le dessus de son crâne. C'est-à-dire qu'on lui pose une question, la question est écrite, la question lui a été donnée, il y a des gens qui... Il devait bien se douter qu'on lui demanderait comment vous voyez le rôle du président du Conseil constitutionnel. Et vous doutez bien qu'il n'allait pas dire c'est un endroit dans lequel le président de la République va choisir ses amis, de façon à ce que quand le peuple aura voté et qu'il faudra mettre une gifle au peuple comme on fait depuis des
des années. Il faudra quelqu'un qui soit un bon copain, et je serai ce bon copain. Oui, bien sûr, j'ai été nommé pour cette raison-là. Vous pensez qu'il va dire ça ? Non. Bien sûr que non. Donc il dit exactement le contraire. Et puis il lit le texte qu'on lui a dit. On dit non, il y a la liberté, je suis pour. C'est pas le gouvernement des juges. Ça peut pas être le gouvernement des juges. Il a l'air de juger assez peu et assez mal. Et quand il a eu affaire à la justice, ça n'a pas été forcément du bon côté. Si j'en juge par les notices. Ça a été prescrit. C'est prescrit, mais on peut quand même faire état de ce qui a été prescrit. Sûr, mais la prescription ne dit pas que les choses n'ont pas eu lieu. Elle dit qu'elles ont eu lieu, mais que la date de péremption est passée. C'est comme pour le moteur de la voiture. Donc on peut pas attendre autre chose que ce qu'il a dit dans ces configurations-là. Et moi je me disais, mais c'est incroyable de voir cette espèce de robinet d'eau tiède avec tout le monde qui fait semblant et qui acquiesce et qui dit oui, et puis on repasse et on reprend la parole. Et il y a aussi des gens dont j'ai googlisé le nom un peu pour voir qui étaient ces gens-là. Je vous jure que c'est des gens qui sont aussi en délicatesse avec le droit. Hein. Il vaut mieux ne pas aller voir de trop près ces gens qui nous donnent des grandes leçons sur le respect de la loi, sur le droit, sur la loi des lois, sur la Constitution. Bon. Michel, est-ce que ça vous a surpris que le Rassemblement national s'abstienne au motif que Richard Ferrand en fait était le moins pire entre guillemets des candidats proposés par Emmanuel Macron, que s'il lui avait été désavoué, on aurait pire après. C'est déplorable, c'est de la petite politique. Voilà, des gens qui nous parlent de la France, de l'intérêt national, du peuple, etc. Et qui là se disent, celui-là, peut-être qu'on va négocier un petit peu, et quand les affaires de Marine Le Pen arriveront, peut-être qu'on pourra négocier. Vous vous souvenez que vous êtes là par la vertu de notre abstention, et donc ce serait bien que, etc. Parce que le Rassemblement national avait la possibilité de dire non, et puis avait la possibilité de dire non à Taubira, puis avait la possibilité de dire non, et voilà, ils ont cette possibilité. Cette façon de dire, non, mais si c'était pas lui, ça aurait été un autre et ça aurait été pire. Personne ne peut souscrire à ça. Donc moi je dis depuis bien longtemps déjà qu'il y a une chiracisation de Marine Le Pen, on le voit là. On le voit, les petits bricolages. Je vais voter pour, je vais voter contre. On va faire tomber un Premier ministre, mais on va pas faire tomber le suivant. Si le suivant est gentil et qu'il dit pas du mal de nous, à ce moment-là, on va pas voter. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est le pire de la politique. C'est vraiment la petite politique de la 4e République. Et ils sont en train d'être très heureux là-dedans, le Rassemblement national. Et on est loin de la nation, de l'intérêt national, du bien public. C'est devenu un parti comme un autre ? Mais oui, je le dis depuis des années. Je dis depuis des années qu'il faut les écouter et les voir. Et c'est plus Jean-Marie Le Pen. Et on l'a bien vu. Je veux dire, au moment de la mort de Jean-Marie Le Pen, on a vu un certain nombre d'idées, de thèses, notamment l'antisémitisme, qui ont disparu chez Marine Le Pen. Elle a arrondi tous les angles. Il n'y a plus rien du tout. On touche pas à Schengen, on touche pas à l'euro. Il n'y a plus de Frexit. On va faire avec l'Europe. Tout ça est formidable. Puis après, on fait très attention. On se rend respectable. Et puis ceci, et puis cela. Les Français ont envie d'autre chose que ça. Je crains que, en cas d'élection, ils déchanteraient assez vite, parce que finalement, c'est pas de ce côté-là qu'un espoir, qu'un sursaut, qu'une volonté soit présent. Michel Onfray, on est sur CNews et Europe 1. On va poursuivre notre voyage dans la France, voyage en absurdie peut-être, oui. Puisque Robert Ménard, je vous le disais, a été entendu cette semaine par la justice, par le tribunal de Montpellier, pour avoir refusé de célébrer en juillet 2023 un mariage entre un ressortissant algérien sous OQTF et une Française. Le maire de Béziers a refusé le plaidé coupable qui lui était proposé par le procureur, estimant qu'il n'était responsable de rien dans cette affaire. On écoute Robert Ménard et puis je vous fais réagir ensuite. Et j'ai refusé de plaider coupable. Et donc, il m'a annoncé que je me retrouverais devant le tribunal correctionnel. Il me semblait impossible, ubuesque, sans aucun sens, aujourd'hui de dire « je suis coupable ». Je ne suis coupable de rien. Je ne suis responsable de rien dans cette histoire-là. Rien. Ce n'est pas moi qui décide de mettre une OQTF sur ce garçon. Ce n'est pas moi qui suis responsable de son parcours, devant la justice, puisqu'il a même été condamné, ce que je ne savais pas, à 6 mois de prison avec sursis. Ce n'est pas moi qui l'ai mis dehors et qui l'ai renvoyé en Algérie. Voilà pour ce que dit Robert Ménard, le maire de Béziers. Je signale qu'il risque 5 ans de prison, 75 000 € d'amende et une peine d'inéligibilité, Michel Onfray. Tout ça pour avoir refusé de marier un ressortissant algérien sous OQTF, donc obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas de sens. Ce mot n'a plus de sens. Non, enfin, il n'y a plus d'obligation pour une bonne et simple raison, c'est-à-dire que l'Europe a dit mais calmez-vous, accueillez-les, et puis c'est tout. Voilà, on bouge plus. Donc les juges sont là. Oui, il y a un gouvernement des juges. Oui, il y a des syndicats majoritaires qui font de telle sorte que la loi soit bafouée en permanence et qu'on envoie devant les tribunaux des gens qui disent moi je respecte la loi. L'idée qu'on puisse aujourd'hui persécuter des représentants de la nation, parce qu'il s'agit de ça quand même.
Je veux dire, Monsieur Ménard, Robert Ménard est quelqu'un qui est investi, et très bien investi par son peuple, par la population. Il est très bien élu, il est très bien réélu. Et il dit, mais attendez, vous êtes en train de me demander de faire quelque chose d'illégal. Et ça devient légal aujourd'hui. Alors, illégal, le mariage est un droit fondamental dans la République. Oui, mais vous êtes censé aussi dénoncer un certain nombre de choses que vous auriez vues. Vous dites, ah ben moi, vous cherchez peut-être... Mais le droit, aujourd'hui, enfin, il y a une proposition de loi qui est étudiée au Sénat, le droit n'autorise pas à ne pas marier un autre. Mais le droit ne dit pas la morale. On sait très bien aujourd'hui que le droit dit la politique. Moi, je reste marxiste là-dessus. C'est un rapport de classe qui est dit par le droit. Et on voit bien qu'il y a des façons particulières de dire le droit. Soit on dit de toute façon le droit est dit en faveur des migrants, il y a des gens qui pensent ça, soit d'autres pensent qu'il doit être dit en faveur des représentants de la loi que sont les élus municipaux ou les maires. Et on voit bien que c'est une lutte des classes, là encore, qui se fait sur des sujets qui servent de prétexte. Et là encore, le peuple dit ce qu'il pense. Un sondage CSA CNews Europe 1 pour le JDD, 75% des Français interrogés estiment qu'il ne faut pas marier des personnes quand l'un des deux époux est en situation irrégulière. Même à gauche, le taux d'approbation est à 47%. C'est-à-dire que ça fait l'unanimité en réalité. Mais c'est du bon sens. C'est-à-dire que moi, je pense toujours qu'il faut distinguer la gauche et les partis de gauche et les gens qui veulent être élus, réélus, les gens qui font de la petite boutique, la politique politicienne, les gens dont le métier est de faire de la politique. Et je n'ai pas de sympathie pour cette gauche-là, mais pour un tas de gens qui ont un cœur à gauche et qui disent, on peut vouloir la réduction des inégalités, moins d'injustice, un peu plus de justice sociale, des salaires supérieurs pour les gens modestes, ce qui est mon cas, sans pour autant accepter le délire nihiliste d'aujourd'hui. On peut dire, mais on est de gauche, mais en même temps, on n'a pas envie que des gens puissent massacrer d'autres individus avec des coups de couteau, qui puissent violer dans la rue, qui puissent voler, qui puissent rentrer dans des maisons et s'y installer, que ça s'appelle du bon sens, c'est même plus de la droite ou de la gauche, cette aventure. C'est juste de dire, mais est-ce qu'on a envie de vivre ensemble? Tous ces gens qui nous parlent du fameux vivre ensemble, mais il y a plein de gens qui ne veulent pas vivre ensemble. On ne veut pas vivre ensemble quand on a un couteau dans la poche pour le mettre dans le cœur du premier qui vous refusera une cigarette. On n'a pas envie de vivre ensemble quand on dit à des gens, vous avez une résidence, vous étiez parti faire vos courses, on est rentré dans votre maison et on squatte votre maison, etc. Un autre exemple, Michel Onfray, qui vous a frappé, c'est cette bibliothèque à Grenoble qui a été incendiée. Elle était neuve, elle venait d'être rénovée 2 mois auparavant. Oui. C'est visiblement une réponse des narcotrafiquants, selon le ministre de l'Intérieur, aux actions de la police. Écoutez les habitants de Grenoble, parce qu'ils sont absolument désemparés et ils en ont ras-le-bol. Écoutez-les. Des feux, on en a souvent, mais là, c'est, comment dire, c'est la culture avec un grand C, c'est symbolique, le message est clair, pas de ça chez nous. C'est une désolation de voir un endroit où on a l'habitude de venir là avec les enfants. De se retrouver face à face avec ça fait vraiment, vraiment mal au cœur. C'est le symbole de la République, quoi. Donc moi, j'ai pas de mots. Voilà, Michel Onfray, on est sur CNews et sur Europe 1. On vient d'entendre ces habitants de Grenoble sous le choc après que la bibliothèque d'un des quartiers Mistral et Auclair ait été incendiée. Encore une fois, c'est la population qui paye. Ce sont les petites gens qui payeront. Oui, bien sûr. Et puis, bibliothèque brûlée. Je crois que le maire a dit on recommencera, on refera la même et au même coût, etc. Il y a aussi plein de gens qui, dans les pays, dans les provinces, se disent mais nous, on n'a pas toute cette chance-là. Nous, quand on a une médiathèque, c'est une fois tous les 40 ans, tous les 50 ans, et c'est tous les 70 kilomètres. Et c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Oui, j'ai souhaité qu'on parle 2 secondes de ça parce que on a parlé des autodafés dans les années 30 en disant regardez ces endroits où des gens jettent des livres sur la place publique et mettent le feu à ces ouvrages-là. Là, c'est très exactement la même chose. On prend une voiture bélier, on met le feu à cette voiture, on la fait rentrer dans une bibliothèque et on met le feu à une bibliothèque. Cette façon de dire, c'est pas la République, tous ces gens qui ne parlent que de la République, mais la France, elle existe avant la République. C'est l'Occident, c'est l'Europe, c'est la culture, c'est tout ça qui est en jeu. C'est-à-dire, on met le feu à des livres. Mais il y a plein de gens qui font ça. Tous ces gens qui nous interdisent de publier des choses ou même de dire des choses. On en parlait tout à l'heure avec Cyril Hanouna. Ce sont les mêmes qui mettent le feu aux bibliothèques et qui interdisent les chaînes de télévision et qui empêchent que des presses libres puissent exister et qui donnent de l'argent à des presses qui sont asservies, inféodées, c'est-à-dire presque toutes, etc., etc. C'est le même monde. Donc je dis faites attention. Et il me semble que la limite est même dépassée. Mais faites attention. Vous êtes sensible. Vous étiez d'ailleurs jadis sensible à des images d'autodafé à Berlin en 1933. Vous avez des autodafés aujourd'hui avec des bibliothèques auxquelles on met le feu, avec des élus qui ne trouvent pas ça anormal du tout. Ils disent on va reconstruire, c'est pas grave.
Michel Onfray, on est sur CNews et sur Europe 1, un monde cruel, un monde où l'actualité chaque jour est de plus en plus dure. On a vu un exemple de la barbarie à visage ouvert du Hamas qui a rendu cette semaine à Israël des cercueils de plusieurs otages, dont 2 enfants. Les enfants Bibas et leur maman Shiri, un jour terrible, un jour de deuil pour les familles de ces otages. Est-ce qu'on réalise bien, la mise en scène était abominable comme d'habitude, mais est-ce qu'on réalise bien, Michel, qu'un bébé de 9 mois et son petit frère de 4 ans ont été pris en otage et tués dans les mains des terroristes du Hamas? Pourquoi il n'y a pas d'indignation internationale, en réalité, sur cette abomination? Parce qu'il y a de l'idéologie, parce qu'Israël est minoritaire, et qu'elle est hélas de plus en plus minoritaire, parce qu'elle est accablée sur la totalité de la planète, parce que il suffit de regarder le nombre de juifs, d'abord en Israël, mais également sur la planète, et puis le nombre de musulmans. Combien de pays sont musulmans sur la planète? Combien de dizaines? Avec une satisfaction qu'il y ait des morts de ce type-là. Plus le négationnisme, Madame Rima Hassan qui nous dit ou Madame Ercilia Soudé qui nous font savoir que c'est des enfants qui ont été tués par les Israéliens. Oui, tant qu'à faire, évidemment. Les Israéliens ont bombardé comme ça par hasard pour le plaisir Gaza. Il y a rien qui justifie qu'il y ait eu des bombardements à Gaza. Il n'y a pas eu de 7 octobre et on nous fait savoir que ces gens qui ont été torturés et massacrés par le Hamas, ces enfants, ils ont été tués par les Juifs, mais c'est-à-dire par les Israéliens. Mais c'est l'abomination de la désolation. Mais où est l'Arcom? Où sont les plaintes? Où sont les poursuites contre des gens qui faisaient l'autre jour sur le service public une émission disant le Hamas est-il toujours dangereux? Est-il toujours dangereux? Point d'interrogation. Point d'interrogation. On n'est pas très sûr qu'il soit dangereux. Aujourd'hui, on voit des cercueils qui sont rendus comme ça et personne ne bouge. Et il y a même des gens pour nous dire qu'ils l'ont bien cherché. Moi, j'ai eu des conversations récemment avec des gens, pour d'autres raisons, cette semaine, mais où j'étais sidéré de voir que c'était toujours, la charge était toujours portée sur les Israéliens qui commençaient à nous fatiguer avec, etc., etc. C'est-à-dire l'antisémitisme est grandissant, et on a aujourd'hui, chez les gens qui coupent les chaînes de télévision, chez les gens qui interdisent les journaux, chez les gens qui vous interdisent de parler dans le service public, sur le service public, chez ces mêmes gens, l'éloge de ceux qui tuent des enfants. Absolument. Et on se rappelle des visages de ceux qui arrachent les affiches avec les visages des petits Bibas. Ça nous amène à parler de votre livre, Michel, l'autre collaboration, les origines françaises de l'islamo-gauchisme. Vous êtes parti en réalité des massacres du 7 octobre pour retracer ces origines, c'est bien cela ? Oui, c'est-à-dire que avec un énervement de gens qui disent que la gauche a été du côté d'Alfred Dreyfus et que la droite a toujours été antisémite. J'ai dit mais c'est totalement faux. D'abord, je l'ai dit dans un article du Figaro, puis après je me suis dit, mais je vais le dire dans un livre en prenant la totalité du XXe siècle et des fameux philosophes qui, de Alain jusqu'à Badiou, en passant par Sartre, Beauvoir, Jean Genet, etc., des gens qui sont dans la prestigieuse bibliothèque de la Pléiade, et qui ont écrit des choses mais épouvantables. Mais je vous assure que j'ai découvert des choses épouvantables. C'est tellement épouvantable que les ayants droit de Jean-Paul Sartre, que les ayants droit de Simone de Beauvoir, que les ayants droit de Jean Genet m'ont interdit la possibilité d'acheter les droits, comme il est possible de le faire en temps normal, pour que je puisse citer. Tellement ces propos étaient mais parce qu'ils ne voulaient pas que condamnables. Oui, pas pour eux, mais ils voulaient pas effectivement que ces textes-là remontent à la surface. Donc j'ai paraphrasé, j'ai dit très bien, je paraphrase, on n'avait pas m'interdire la paraphrase, on encadre, donc effectivement, voilà, en substance, ce qui est dit. C'est-à-dire l'éloge de la Gestapo, par exemple, chez Jean Genet, l'éloge de la Gestapo, de la milice, des tankistes allemands, de la collaboration, la haine des Juifs, l'antisémitisme, l'éloge des Fédayines, etc. Toutes ces choses-là sont dites chez cet auteur qui est présenté comme un grand auteur de la pensée de gauche, avec des expositions à l'IMEC, à Caen, avec des expositions à l'Institut du monde arabe, avec des ouvrages pour nous expliquer qu'il est formidable, fantastique. Cet homme a fait l'éloge d'Adolf Hitler, quand même, Jean Genet. Et c'est une grande conscience de gauche. Et c'est la même chose avec les Sartre, avec les Beauvoir. Le texte que Sartre écrit en 72 pour justifier l'acte terroriste de Munich est un texte totalement introuvable aujourd'hui. Même dans les bibliographies, qui sont des bibliographies savantes, justement des éditions de la Pléiade ou Oblique, ou je ne sais où on sait ce que Sartre a écrit. Il y a même un livre qui s'appelle Les écrits de Sartre, où vous avez le détail de ce qu'il écrit. Et ça a été escamoté ? Comme par hasard, ce texte-là n'existe plus. Vous ne le trouvez pas. Vous ne pouvez pas le trouver. Quel intérêt y a-t-il à cacher ce genre d'informations ? On le voit bien. C'est évident. Voilà. Michel Onfray, pour vous, il n'y a pas de différence entre l'antisionisme et l'antisémitisme ? Non, parce qu'il faut faire une histoire de l'antisémitisme qui a qui a 20 siècles derrière lui, au moins. Je dirais, il y a eu un antisémitisme chrétien, c'était le peuple déicide. Après, il y a eu un antisémitisme anti-judaïque, c'est-à-dire que c'était les Juifs qui avaient fabriqué le Nouveau Testament, le christianisme, et il fallait se défaire de tout ça. C'était Voltaire, par exemple, c'était tous les philosophes dits des Lumières,
au XVIIIe siècle. Et puis au XIXe siècle, on a eu un antisémitisme socialiste, pour le coup, l'argent, les juifs, le capital, le capitalisme. Et puis après, on a ajouté les États-Unis. On a dit, c'est tout ce monde-là. Et pratiquement tous les socialistes sont antisémites. Proudhon, Marx lui-même, qui avait cessé d'être juif, son père était converti au luthérianisme. Donc c'est un protestant, Marx, issu d'une famille juive. Mais, et puis vous avez une espèce d'antisémitisme scientifique. On commençait à mesurer les crânes, les nez, les oreilles, en disant, regardez, avec des vachers de la Pouge et quelque chose. Et puis il y a eu Auschwitz. Et à ce moment-là, il a fallu changer le logiciel. Vous ne pouviez plus dire qu'il suffisait de regarder les oreilles et les nez des Juifs pour voir que c'était des gens qui corrompaient l'humanité. Donc à ce moment-là, on a dit, mais regardez, ils ont l'État d'Israël. Et l'État d'Israël, c'est bien la preuve qu'ils pilotent le monde, qu'ils ont l'argent, qu'ils ont inventé la Shoah, que ça n'a jamais existé, etc. Et on a tout ça chez nombre de philosophes du XXe siècle. Ils sont très peu nombreux. Il faut être BHN, il faut être Robert Misrahi, il faut être Jean Kelevitch, il faut être André Glucksmann, c'est-à-dire des philosophes de gauche, et encore, ça suffit pas. Des philosophes juifs, je veux dire, pour pouvoir dire que le réel a bien eu lieu. Pas du tout. On s'en vient ressentir toutes ces choses-là. Et chez un Roger Garaudy qui a été communiste, marxiste, antisémite, négationniste, pro-arabe, pro-palestinien, pro-Iran, etc., on se dit, tiens, c'est drôle, quand on lit Roger Garaudy, plus personne ne le lit. Il était une vedette dans les années 70 du siècle dernier. On a l'impression de lire les députés, si tant est qu'ils écrivent, de la France insoumise. Justement, Michel Onfray, vous dites que l'antisémitisme sert, selon vous, de ciment à cette mouvance politique. C'est ça qui, au fond, est la ligne rouge. C'est la haine. D'abord, quand vous allez en Israël, moi je suis allé 5, 6, 7 fois, et que vous allez, y compris dans des territoires palestiniens, vous voyez bien que ça n'est pas le même monde. Je regrette, mais depuis combien de temps? Depuis des années, la bande de Gaza est au Gazaoui. Israël a quitté en disant faites ce que vous voulez. Ils ont fait quoi? Ils ont fait une machine de guerre. Ils n'ont pas fait un endroit qui était fait pour les Palestiniens, pour le bien-être des Palestiniens, pour l'autonomie et l'indépendance, qui aurait permis de dire vous l'avez votre terre, vous avez un État, il est fait, maintenant on signe le papier, vous avez votre État ici, comme il aurait pu avoir lieu en Cisjordanie. Ils ont fait quoi pendant ce temps-là? Une économie de guerre. Des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres de souterrains pour pouvoir fabriquer une attaque, l'argent ayant été mis au service d'une cause de guerre. C'est comme Adolf Hitler quand il commence à avoir une économie de guerre en 1933. Il faut bien que la guerre ait lieu un jour. Vous ne pouvez pas fabriquer une économie de guerre sans que la guerre soit au bout du compte. Et en France, qu'est-ce qu'on peut faire, Michel Onfray? Quelles sont les solutions qui sont à notre disposition? L'éducation, la culture? Comment on peut faire pour inverser ça? Je trouve que, par exemple, cette façon qu'on a de laisser parler ces gens qui... Je ne vais pas donner de nom, on a déjà eu des histoires avec des individus en plus de ça, mais des individus qui s'en viennent nous expliquer que le Hamas est un régime, est un mouvement de résistance. Je ne sache pas que dans l'histoire de la résistance, il n'y ait jamais eu un seul crime qui aurait été perpétré contre quelqu'un d'innocent. Jamais les résistants n'ont mis le feu dans un cinéma en disant il y a 2 officiers nazis, on va tuer 300 personnes. Jamais. Ils ont tué des nazis, des miliciens, des collabos, c'était très ciblé, mais ils n'ont pas tué des victimes innocentes. Donc que fait le petit dans son cercueil là aujourd'hui? Il est coupable de quoi, lui? Du simple fait d'avoir été juif. Donc c'est exactement ce qui s'est passé avec les nazis. Les juifs étaient coupables de quoi? D'être ce qu'ils étaient. Donc l'éducation? Dire les choses, de dire les choses, dénoncer. De poursuivre les gens. On emmène en justice n'importe qui a dit que peut-être l'islam était dangereux pour la civilisation. Paf, vous allez au tribunal pour ça. Mais quand vous dites que c'est un mouvement de libération, quand vous dites que finalement les enfants qui ont été tués par des terroristes l'ont été par les Israéliens, quand vous faites savoir, etc., on a des listes comme ça. Il n'y a jamais de poursuite. Il n'y a jamais de poursuite et il y a des émissions de télé. Tout le service public est consacré à ça. Je veux dire, j'ai été invité, moi, sur le service public, comme par hasard. Et là, on me mettait 2 ou 3 pro-palestiniens en face de moi, avec probablement 2 ou 3 autres sur le plateau, pour me mettre des photos de Marine Le Pen dans le dos, comme c'est fait, alors que j'ai pas encore parlé. Non, je dis, dans ces cas-là, on ne peut plus débattre. Donc, il n'y a pas de débat possible. Il y a aujourd'hui une propagande qui est généralisée. Elle est payée par l'argent du contribuable. Elle est sur le service public. Cette propagande, on la retrouve à l'université, on la retrouve dans les écoles, on la retrouve partout. Et elle peut continuer parce qu'on laisse dire et on laisse faire. Aujourd'hui, on peut être antisémite sans difficulté. Si vous dites que l'islam est antisémite, vous allez au tribunal. Si vous dites que l'islam est une bonne chose pour régénérer la France et fabriquer une France nouvelle, comme le dit Mélenchon, vous êtes applaudi sur le service public. Michel Onfray, l'autre collaboration, Les origines françaises de l'islamo-gauchisme, c'est aux éditions Plomb. Merci pour cette démonstration absolument implacable que vous faites dans ce livre et dans cette émission. Merci beaucoup. C'est passé encore une fois beaucoup trop vite. On se retrouve la semaine prochaine sur CNews et sur Europe 1.